Donc nous attaquons cette quatrième conférence. Je rappelle que la première était consacrée à la genèse des marques, la deuxième à la marque et la mondialisation, la troisième à la marque et l'art, et celle d'aujourd'hui est consacrée aux marques pays et marques et démocratie. Je rappelle ça parce que vous pouvez écouter ou réécouter ces conférences puisqu'elles sont prises en audio de façon à ce que peut-être nous sommes en train de réfléchir que ces conférences fassent l'objet d'une édition avant la fin de l'année. Voilà, je suis très heureux d'accueillir trois invités prestigieux. Marcel Breton, qui est le président de Nomen, qui est un ami de longue date. Stéphane Rosès, qui est le président de CAP, sociologue et politologue bien connu, que vous pouvez entendre régulièrement sur les chaînes de télévision et de radio, et en particulier France Culture. Et je suis ravi d'accueillir Raphaël Endoven, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, qui est aussi intervenant et comment on appelle ça, en charge des émissions sur France Culture, peut-être, philosophe bien connu, et qui a accepté ce soir de jouer un rôle particulier de grand témoin. C'est la raison pour laquelle il va intervenir en dernier, parce que en tant que philosophe, peut-être qu'il reviendra sur tel ou tel propos qui sera tenu tout au long de ce débat. Nous allons organiser, comme d'habitude, des prises de parole qui sont calibrées pour durer 15 minutes environ. C'est Marcel Breton dans un instant qui va ouvrir le bal. Après quoi, Stéphane Rosès, Marcel va traiter le sujet qui est un des sujets de son ouvrage. Le sujet, c'est les hommes politiques sont-ils des marques comme les autres. Stéphane Rosès traitera le sujet de l'imaginaire des pays, donc il est un des spécialistes et nous avons l'occasion de travailler ensemble sur un certain nombre de pays et sur ces sujets-là. J'aurai l'occasion de revenir sur précisément le management et la gestion des marques pays. Et puis Raphaël a choisi un titre particulier que peut-être vous pouvez nous rappeler, Raphaël. C'est une phrase de Bergson qui dit, la citation exacte est « Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. » Voilà. Ça, c'est pour que vous restiez jusqu'à la fin pour savoir ce qu'il y a. En guise d'introduction, je voudrais vous soumettre deux mots. Le mot du contre-pied et un autre mot qui est le contrepoint. Alors le contre-pied, pourquoi? Parce que quand on travaille sur les marques pays, on est frappé de constater que beaucoup d'experts se sont trompés à la fin du XXe siècle. Et cette fin du XXe siècle est tout à fait datée en 1989 exactement. Et je vous renvoie aux travaux d'un monsieur qui s'appelle toujours d'ailleurs Theodore Lewitt, qui était patron de la chaire marketing d'Harvard, et qui écrivait en 1989 « Nous allons rentrer au titre de la globalisation dans un monde standardisé dans lequel les préférences culturelles et les goûts nationaux disparaîtront intégralement. Et nous allons vers, dit-il, poursuit-il, une vie facile pour les entreprises qui n'auront plus à traduire leur publicité dans les langues locales puisque celles-ci seront en anglais. » C'était une vue assez standardisatrice de la mondialisation. Et ces experts se sont complètement trompés puisque la mondialisation qui se déroule devant nos yeux est une mondialisation qui, au contraire, fait émerger la notion de territoire, qui est une notion qui nous intéresse beaucoup chez W et compagnie en particulier, et qui valorise le réel, le virtuel, les emblèmes, les récits, les échanges et les imaginaires, ce qui pourrait faire figure de trame de notre table ronde de ce soir. Dans ce cadre-là, j'en dirai un mot rapidement tout à l'heure, la France a mal à la mondialisation. Vous verrez comment la France décroche en termes de perception par les leaders économiques mondiaux sur le thème de la mondialisation. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a une étude fort intéressante qui a été publiée par l'Institut Ipsos, qui corrobore un observatoire que nous avons monté de la marque France il y a maintenant 4 ans, qui allait sur les thèmes « La France rentre-t-elle dans un déclin inéluctable ?» C'est très intéressant de voir que la réponse est 51% des Français pensent que la France rentre dans un déclin inéluctable et 49% pensent le contraire. Ce qui nous laisse à penser que finalement tout se joue en ce moment. Entre 49 et 51, la marge n'est pas très éloignée, sous le contrôle de Stéphane qui est un spécialiste de ces sujets, mais ça se joue maintenant. Voilà. Le déclin, c'est maintenant ou pas? Ça pourrait être la question. J'attire votre attention sur un deuxième enseignement de cette étude que je vous recommande, qui est que 53% des Français pensent que l'État doit faire confiance aux entreprises
et leur donner plus de liberté. Et ce chiffre de 53%, qui pourrait paraître peu spectaculaire, il n'était que de 41% en 2011. C'est-à-dire il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ça me paraissait intéressant d'évoquer ce chiffre par rapport au rôle des marques dans la société, le rôle sociétal et les marques dans la démocratie. Pardon. Donc ça c'est le premier point par rapport au contre-pied. La mondialisation n'est pas celle que certains attendaient. Deuxième thème, c'est le thème du contrepoint. Moi je suis un peu musicien et j'aime beaucoup la musique et j'aime ce mot de contrepoint. Et je vous renvoie cette fois à un magnifique reportage sur Daniel Barenboim sur Arte, que peut-être vous l'avez vu à l'occasion de ce 70e anniversaire. C'est une soirée absolument exceptionnelle. On voyait dans une première partie Barenboim jouer le premier concerto de Tchaïkovski, et puis ensuite un reportage sur son orchestre, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu, qui s'appelle le Eastern Orchestra, et que Daniel Barenboim a créé en 1999 avec Edouard Saïd, palestinien, professeur de littérature à l'Université de Columbia, dont toute la pensée depuis 2003 repose sur l'idée de contrepoint. Et ce mot de contrepoint, de mon point de vue, j'aimerais soumettre dans l'exergue de cette conférence, est magnifique. Il exprime l'art de faire vivre des harmonies différentes dans une dynamique cohérente et complémentaire. Et j'espère que c'est bien de contrepoint dont il va s'agir ce soir pour essayer d'esquisser ou de brosser ce thème ou d'aborder ce thème de marque et démocratie. Alors contrepoint entre les propos de Marcel Botton, grand spécialiste de la création de marques, il y reviendra dans un instant, fondateur du réseau Nomen, et Stéphane Rosès, je l'ai dit, spécialiste de l'imaginaire pays, et Raphaël en tant que philosophe. Pour terminer cette introduction, je voudrais une petite citation, cette fois d'Alain Perfit, parce que j'ai relu au titre de la marque France, Le Mal français, 1976, et j'ai trouvé dans la deuxième partie de cet ouvrage cette citation assez étonnante, assez visionnaire. Je l'ai raccourci pour ne pas faire trop long. Nous voici devant le feu des forces mentales, dit Perfit, devant ce que je propose d'appeler le tiers facteur immatériel. Nous nous rebellons contre l'existence de ce tiers facteur. Nous ne voulons pas admettre que notre manière de penser ou de nous comporter collectivement puisse avoir des effets matériels. Nous aimons mieux expliquer la matière par la matière que par la manière. Je répète la phrase, pardon. Nous aimons mieux expliquer la matière par la matière que par la manière. Alors bon, j'espère que ce soir vous allez avoir l'art et la manière et un peu de matière. Je vous remercie de votre attention. Alors je passe la parole à Marcel qui va aborder donc, la première séquence consacrée aux hommes politiques qui finalement sont des acteurs privilégiés de la démocratie. Merci Denis. Je voudrais tout d'abord remercier Denis d'organiser ce cycle de conférences que je trouve tout à fait d'une part intéressant et d'autre part d'actualité, puisque aujourd'hui même, vous savez qu'il s'est passé des choses sur la marque pays et notamment sur la marque France. Le hasard a fait que je suis ce soir le premier intervenant. Du coup, avant de répondre directement à la question qui m'est posée, qui est de savoir si les hommes politiques sont des marques, comme les autres, ne sont pas des marques, je suis un petit peu tenté de définir ce que c'est qu'une marque. C'est un mot un peu difficile. D'abord, il n'y a pas toujours d'équivalent rigoureux dans d'autres langues. Par exemple, en anglais, il y a 2 mots pour désigner ce que nous désignons par un seul, puisqu'on utilise trademark ou brand suivant qu'on met l'accent sur l'aspect juridique de la marque, sur l'aspect marketing. En France, on a un seul mot. Et pour essayer de... Peut-être qu'il y a un danger concernant ce mot, c'est qu'il devienne un espèce de mot fourre-tout, qui, à force de vouloir tout dire, finissent par ne plus rien dire. Donc peut-être il faut définir quelques bornes à ce mot. Et pour nous aider, je propose de faire 2 petites incursions, très brèves. Je souris en même temps mon temps de parole. Je veillerai à le respecter. Une incursion dans l'étymologie et une incursion dans le droit. Alors l'étymologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Marque, ça viendrait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui parle pas normand, moi pas, non plus apparemment, c'est normal.
ça viendrait d'un mot marquis, qui voudrait dire marque dans le sens marque, on fait une marque sur la peau ou sur un objet. Une marque, c'est quelque chose, c'est pas forcément un mot, une marque. Avant même d'être un mot, c'est un signe, ce que nous dit l'étymologie française, qu'on appose sur un objet, soit pour marquer qu'on en a la propriété, un objet ou un animal d'ailleurs, soit pour indiquer qu'il s'est acquitté de telle taxe, par exemple. Donc une façon de distinguer cet objet marqué. On reviendra sur ce mot distinguer. En anglais, le terme brand vient d'un vieux mot saxon qui serait bran, qu'on retrouve dans le français brandon, c'est-à-dire un bout de bois qui a été porté au feu et qui sert à marquer. On retrouve cette même idée de marquer. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que la marque, avant d'être un mot, c'est d'abord un signe. Et c'est un signe qui permet de distinguer. C'est-à-dire de distinguer ce qui est le mien de ce qui est le tien. Alors faisons un tour dans le droit et voyons comment le Code de la propriété industrielle, 711.1, définit la marque. Il dit la marque est un signe susceptible de représentation qu'on appose pour distinguer, on retrouve le mot distinguer, un produit ou un service fourni par une personne physique ou morale. Le point commun de tout ça, c'est qu'il s'agit de distinguer. Alors, du coup, une marque, c'est quoi? C'est ce qui permet de distinguer. Et si c'est ce qui permet de distinguer, ça veut dire qu'il y a lieu de distinguer, c'est-à-dire qu'il y a un choix. Et ma conviction, c'est qu'il serait raisonnable de dire que ce qui caractérise une marque, c'est la possibilité de choisir. Si vous voulez bien retenir souscrire à cette définition, ça va nous aider, parce que du coup, on va dire, mais alors, est-ce que France est une marque? Alors, ça dépend de qui, mais pour les touristes, c'est certainement une marque, ils ont le choix. Pour les Français, bon, il y en a quelques-uns qui ont eu le choix récemment, mais enfin, le choix est quand même moins évident. Pour la position sur un produit, ah bah oui, il y a un choix. On peut choisir d'acheter français ou de ne pas acheter français. Nous, Français, et les étrangers, a fortiori. Quand on parle de créer des surfaces dans les hyper de produits made in France, c'est bien qu'on va imposer une marque. Est-ce que URSAF est une marque? Selon les critères que je vous propose, non, parce que vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas de concurrent à URSAF. Si donc nous gardons cette idée que une marque, c'est ce qui permet de choisir, ça va nous éclairer pour la suite de notre réflexion. Un petit détour encore sur le discours anti-marque. On a entendu, ça fait une année qu'on entend épisodiquement, des discours anti-marque. Les gens qui disent finalement la marque c'est la marge, ce qui est vrai, mais la marque serait un moyen d'imposer aux consommateurs les désirs des méchants fabricants et producteurs. D'abord, quand on est très près des études marketing et qu'on s'occupe de faire des focus group, des enquêtes pour voir ce que veulent les consommateurs, et qu'on voit les efforts que dépensent les producteurs et fabricants pour écouter leurs consommateurs, c'est bien la preuve que s'il y a une dictature des marques, pour reprendre l'expression qui a été utilisée, c'est pas une dictature des marques, c'est une dictature du consommateur. C'est le consommateur qui fait la loi, c'est le consommateur qui exige, c'est le consommateur qui sanctionne. Et le marché est rempli de produits, de services qui ont échoué parce que le consommateur n'y a pas souscrit. Alors la dictature des marques, je demande à voir. Il y a des exceptions. Il y a des secteurs où les marques occupent une position trop forte. Il y a aussi des
brebis dans les marques, bien sûr. Il n'y en aurait pas, ce serait quand même étrange. Mais si on a une vue d'ensemble, c'est le consommateur qui fait la loi parce qu'il a le choix. Et c'est ce qui lui donne sa force. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire quelques incursions dans des pays dans lesquels il n'y a pas de marque. Il n'y avait pas de marque. Je n'ai pas pu entrer en Corée du Nord, mais j'ai pu aller en Albanie, j'ai pu aller dans l'URSS, dans l'URSS, j'ai pu aller en Moldavie. Et j'ai vu ce que c'était que des pays sans marque. Ben, c'est très triste. C'est très triste. Et quand vous allez par exemple en Moldavie, enfin il y a quelques années la situation a évolué, et que vous allez sur la place centrale de la capitale qui s'appelle Chisinau en moldave et Chisinau en français, vous voyez un établissement qui vend des hamburgers et qui s'appelle un grand M comme ça. Mais ce n'est pas McDonald's, c'est pas de contrefaçon. Mais ces pays qui n'ont pas de marque, la seule chose qui les fait rêver, c'est d'en avoir, justement. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, vive les marques. Entre nous qui sommes une minorité dans le monde, qui avons l'immense privilège de choisir. Ça n'a pas toujours été le cas, on est habitué maintenant, parce que, voilà, on a le choix, c'est formidable. Mais ce n'est pas le cas dans la majorité du monde, et ça n'a pas été le cas dans la majorité des époques. Et les moins jeunes d'entre nous peuvent peut-être se souvenir qu'après la guerre, quand on voulait un produit, c'était difficile. Quand on voulait acheter une 2 chevaux, il fallait attendre 2 ans. Quand on voulait le téléphone, il fallait attendre 2 ans. Et quand on vendait son appartement, on le vendait avec le téléphone. Ça lui donnait de la valeur. Bon. Donc ce choix qu'on a aujourd'hui, c'est un privilège. C'est le cas encore. Remarquez, cette pénurie, c'est le cas de la majeure partie des pays du monde. Alors, je pense que ces petites digressions qui n'en étaient pas vraiment peuvent nous aider à répondre à la question: est-ce que les hommes politiques sont des marques comme les autres? Réponse de Normand, oui et non. Il y a évidemment des ressemblances. Alors, sur ce critère du choix, évidemment, c'est bien la caractéristique des démocraties, c'est de nous offrir le choix de nos hommes politiques. Vu comme ça, les hommes politiques et les femmes politiques sont évidemment des marques, puisque nous pouvons les choisir. Je noterai une petite différence au passage quand même, c'est que lorsque vous avez le choix entre 2 produits et qu'un produit fait 48% du marché, le produit qui a 48% du marché, il est très content d'avoir 48% du marché. L'homme politique qui a eu 48% dans un scrutin majoritaire, il n'est pas content du tout. Donc il y a quand même évidemment des différences dans la mécanique. Qu'est-ce qui rapproche encore les hommes politiques des marques? Eh bien, les hommes politiques, ils ont besoin d'abord d'exister comme une marque. C'est ce qu'on appelle la notoriété. Première chose, avant même de savoir si on attire la sympathie ou on attire l'acte d'achat, il faut exister, il faut être connu. Et donc la notoriété qui se mesure, la notoriété spontanée, assistée, etc., qui est le premier objectif des hommes politiques, c'est d'abord d'être connu. Comme les marques. Mais ce n'est pas suffisant. On peut être connu en bien, on peut être connu en mal. Ou être connu, mais n'intéresser personne. Une marque doit... C'est ce qu'on appelle l'attractivité, c'est bien. C'est-à-dire que non seulement il faut être connu, mais il faut donner envie. Une marque, il faut qu'elle donne envie. Et il faut qu'elle donne envie même à un certain point assez élevé, puisqu'il faut qu'elle déclenche un acte d'achat. L'achat n'est pas obligatoire. L'homme politique, il faut qu'il donne envie. Alors il n'a pas besoin de donner très envie, il a juste besoin de donner envie plus que l'autre. Là, j'imagine simplement qu'on est dans un scrutin majoritaire au 2e tour. Donc il doit donner simplement envie plus que l'autre. Peut-être qu'on n'a envie ni de l'un ni de l'autre, mais à un moment donné, on est obligé de choisir. Donc l'homme politique, il faut qu'il ait une attractivité. C'est le produit de ces deux choses. On peut la présenter sur un système d'axe orthonormé. Vous mettez en ordonnée la notoriété, en abscisse l'attractivité.
par exemple, et vous avez donné le produit des deux, vous donne une aire, une surface, qui est la puissance de la marque, le pouvoir de la marque, le pouvoir de l'homme politique. Une marque qui est très connue et très attractive, ou un homme politique qui est très connu et très attirant, a un pouvoir maximal. Je ferai noter au passage que la notoriété ne peut pas descendre au-dessous de zéro, alors que l'attractivité peut être négative. On peut être très connu en mal. Bon. Mais on ne peut pas être connu moins de zéro. Autre chose qui rapproche les hommes politiques et les marques, c'est les outils qu'ils utilisent. Alors c'est une vieille histoire, ça a commencé en gros avec le TNUM. Là, il y a des spécialistes ici qui ont plus que moi, mais aujourd'hui, ils utilisent rigoureusement les mêmes outils avec un peu de retard. On a vu arriver les sondages, bien sûr, puis les focus group, mais qui sont arrivés après. Ce qu'on appelle les focus group, c'est-à-dire les études qualitatives, les parties qualitatives sont arrivées avec un peu de retard, mais maintenant ça y est, elles y sont. Donc il y a beaucoup de points communs. Je vais signaler quelques différences, j'en signale encore une ou deux. Une marque n'a pas de limite dans le temps, c'est le seul signe de propriété intellectuelle qui soit potentiellement perpétuel. Un brevet expire au bout de 20 ans, les droits d'auteur expirent au bout de certains temps, la marque n'a pas de limite dans le temps, une marque peut être perpétuelle, certaines marques ont plusieurs siècles, des marques comme Saint-Gobain ont plusieurs siècles. Une petite différence également, c'est que les hommes politiques ont en principe un marché national, il n'y a pas vraiment d'hommes politiques à vocation mondiale aujourd'hui, alors que les produits, en tout cas, les services nationaux, les produits sont presque toujours internationaux, voire mondiaux. Le vote, c'est un rituel ponctuel et collectif. L'acte d'achat est individuel et permanent. Et puis, le vote est gratuit, alors que l'acte d'achat est payant. C'est une vraie différence parce que le fait que ce soit payant introduit un degré d'intensité dans le désir, c'est-à-dire que vous payez plus cher ce que vous voulez fortement. Le vote, vous votez, votre voix, elle a le même poids suivant que vous êtes extrêmement convaincu ou très mollement adepte. C'est un peu dommage, parce que ça peut aboutir à des situations insurrectionnelles, puisque les gens très mécontents, même s'ils sont une minorité, peuvent se révolter. Mais on n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Voilà, un petit aperçu très sommaire du problème, de la question posée qui était les hommes politiques sont les marques pour les autres. La conclusion quand même que je voudrais mettre en avant, c'est que, comme je vous l'ai dit, la marque c'est le choix, la démocratie c'est le choix. Donc la marque aujourd'hui est à l'économie, le vote est à la démocratie, et c'est une grande chance. Merci beaucoup.